Je vais demander à Patrice Moyon de venir me rejoindre sur la scène pour la première séquence de cette édition. Bienvenue Patrice Moyon, éditorialiste, journaliste à la rédaction parisienne, ancien chef de la rubrique Agri de Ouest France. Alors on a des problèmes de train, donc on devait ouvrir cette séquence avec Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières et du commerce international. On va commencer sans lui, et puis dès qu'il arrive, il montera sur scène. Il est d'ailleurs dans le même train que le porte-parole de la Confédération paysanne, Stéphane Gallet. Donc quand tous les deux arrivent, ils monteront sur scène. Mais pour l'heure, Patrice, on va appeler Christian Griner, le directeur du groupe Even, et Anne-Marie Vaudon, viticultrice à Cognac et administratrice de l'Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac. Bienvenue à tous les deux, vous pouvez les encourager. C'est eux qui vont ouvrir donc cette table ronde. Voilà. Merci de nous avoir rejoints. Et Stéphane Gallet donc, et Philippe Chalmin nous rejoindront dès qu'ils seront là, en fait. Allez-y. Et si, pour la première fois depuis très très longtemps, la balance extérieure du commerce agricole et agroalimentaire français passait dans le rouge, c'est l'idée qui taraude depuis quelques mois tous les acteurs de l'économie. Vous vous souvenez du discours de Valéry Giscard d'Estaing, peut-être, en 1978, après le premier choc pétrolier, disant la France, à défaut de pétrole, a du pétrole vert, c'est l'agriculture. Alors évidemment, depuis quelques mois, les marchés mondiaux subissent une série de soubresauts. Il y a bien sûr la guerre commerciale qui a été lancée par Donald Trump sur les droits de douane. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, on voit d'abord dans un premier temps sur le côté ensoleillé que de 1995 à 2008, l'excédent de la balance commerciale agroalimentaire et agricole française était de 9 milliards d'euros. Mais à partir de 2008, en fait, les choses commencent à se dégrader, notamment avec le commerce au sein de l'Union européenne, puisque le déficit a été de 4 milliards en 2023, alors que dans le même temps, en revanche, les accords commerciaux permettaient à la balance commerciale d'engranger des bénéfices autour de 6 milliards d'euros. Il y a aussi évidemment dans l'actualité de ces derniers mois et de ces dernières semaines, après plus de 20 ans de discussions, un accord conclu sur le Mercosur, un accord controversé bien sûr, puisque les filières d'élevage s'inquiètent de la concurrence des importations, en dépit des garanties apportées par l'Union européenne. Alors on va essayer de voir comment l'agriculture française et le commerce agroalimentaire français pourraient redevenir un moteur positif en dépit des tensions, en dépit de la guerre commerciale. Je vais d'abord me tourner vers vous, Christian Griner. Vous êtes directeur général d'Even. Even, c'est une coopérative bretonne qui a démarré en 1930, 27 agriculteurs qui décident d'unir leurs forces pour créer une coopérative laitière. C'est aujourd'hui 1030 agriculteurs, c'est 6480 salariés et c'est 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La coopérative a bien grandi et elle est, comme la Bretagne, ouverte sur le monde. Alors, dites-nous, d'abord, première question, comment vous avez vécu cette guerre commerciale qui a été lancée, ce bras de fer par Donald Trump, et comment est-ce que l'export se porte déjà pour vous au sein du groupe Even? Bonjour à toutes et à tous. Oui, l'arrivée de Trump et de ses nouveaux droits de douane, ça a été un séisme un peu pour tous, c'est sûr. Alors, concernant la filière laitière, le premier impact, il n'est pas tant, je pense, il n'est pas tant au niveau du frein à nos exportations vers les États-Unis. D'ailleurs, on exporte assez peu vers les États-Unis parce que les États-Unis sont plutôt un pays exportateur en fait de produits laitiers. Donc, pour la filière laitière, ça se pose moins. Non, le principal effet des politiques de Trump, c'est la parité euro-dollar. Jamais oublié ça. On l'a un peu masqué, mais quand le dollar perd de la valeur face à l'euro, eh bien ça renchérit le coût de nos exportations. Donc c'est ça l'effet massif très court terme qu'il y a eu en 2024. Donc ça c'est le premier point. Après on pourra disserter sur la suite de Trump et je vais peut-être m'arrêter là sur ces politiques. Non, après sur l'export, oui, aujourd'hui Even
principalement via sa filiale laitière Laïta, hein, qui est le 4e transformateur de lait aujourd'hui en France, exporte des produits laitiers dans 110 pays dans le monde, et ça fait à peu près 35% de son chiffre d'affaires. Je vais y revenir, selon les années, 20% vers l'Europe, 15% vers pays tiers, ou l'inverse, selon les cours des produits laitiers mondiaux. Ce que je veux tout de suite, la première idée que je voulais faire passer là-dessus, en parlant de l'Europe, c'est est-ce que l'Europe, c'est vraiment de l'export ? Est-ce que c'est de l'export aujourd'hui ? Parce que notre horizon politique, notre horizon d'affaires, notre horizon de clients, c'est vraiment l'Europe. Et je pense que c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire en interne, l'Europe, c'est pas de l'export, ou il faut sortir de la tête que c'est de l'export, même si ça quitte la frontière française. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien sur nos marchés cœur d'assiette, je vais dire, voilà, nos marchés qui s'adressent avec des produits de qualité, sur des prix abordables à un grand nombre de consommateurs. Notre terrain de jeu, il est l'Europe, et nos concurrents, ce sont les Européens. Donc, on a toujours intérêt à développer son marché intérieur, hein, être fort sur son marché intérieur, national. Mais vraiment, l'avenir, parce que l'horizon politique est là, c'est l'Europe et les questions de compétitivité qui vont permettre d'être en capacité d'exporter. Alors, déjà, en tout cas, de commercer avec nos collègues européens et puis d'exporter vers pays tiers. Elle va se jouer sur notre capacité à être compétitif vis-à-vis de nos partenaires européens. Alors justement, parce que j'ai donné un chiffre tout à l'heure, en fait, la balance commerciale agroalimentaire de la France ne cesse de se dégrader au sein même de ce grand marché unique européen. Quels sont les atouts que vous voyez, par exemple, pour un groupe comme le vôtre, et quels sont les défis à relever ? Donc ça, c'est effectivement Est-ce que c'est parce que le prix du lait est trop élevé en France ? Comment est-ce que vous expliquez ce décrochage ? Oui, avant de répondre précisément sur ces facteurs un peu de compétitivité, oui, ce que vous soulignez est très très important, hein. Aujourd'hui, on a une balance avec nos collègues européens qui devient négative. Et c'est très très dangereux parce que aujourd'hui, on le voit bien, il y a des centrales d'achat avec nos grands clients, même français, des centrales d'achat qui deviennent européennes. Donc on a des concurrents du nord de l'Europe, notamment en produits laitiers, qui concurrencent directement ce qu'est notre terrain de jeu naturel de proximité. C'est important, la proximité en commerce. Donc ça veut dire, le chiffre que vous citez, on a perdu de la compétitivité, oui, face à nos collègues européens. Alors, à quoi ça tient ? On peut le dire, il y a peut-être beaucoup de laitiers aussi aujourd'hui. Non, c'est pas que le prix du lait. Enfin, clairement, c'est pas que le prix du lait. Ça peut être le prix du lait à certains moments, puisque le prix du lait est un facteur important dans la chaîne de valeur, c'est sûr. Mais on voit dans le moment aujourd'hui, l'Allemagne, tout le monde le sait, paye le lait plus cher que la France, et malgré tout a des velléités et des capacités de nous concurrencer sur la France importantes dans le moment. Non, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs également de compétitivité industrielle, sans doute. On est issu d'une culture alimentaire, gastronomique très diversifiée, c'est très bien, mais malgré tout, ça nous a conduit à ne penser qu'à ce qu'on appelle la montée en gamme, à beaucoup de différenciation, beaucoup de petites séries dans les usines. Donc probablement, il y a quelque chose autour de ça. De perte de compétitivité industrielle sur la taille des outils, sur la taille des chaînes, sur la taille des séries. Et notre logique, c'est plutôt de dire qu'il faut être très fort sur justement ce cœur d'assiette, cette compétitivité sur une fois de plus des produits sains, mais abordables par tous, pour permettre justement dans un deuxième temps de différencier, de continuer à ajouter un peu plus de valeur sur des niches. Mais si on ne franchit pas cette première étape de productivité, de force sur le cœur d'assiette, au niveau européen, on aura du mal à financer de la R&D, à financer de la décarbonation et à diversifier. Alors, cœur d'assiette, alors après, comment est-ce qu'un groupe comme le vôtre peut gagner en compétitivité ? Vous avez dit que le prix du lait est plus élevé, par exemple, chez nos voisins, par exemple, du nord de l'Europe. Comment est-ce qu'ils font la différence ? Alors, sur le cœur de l'assiette, comme vous dites, et vous, comment est-ce que vous pouvez regagner des marges de compétitivité ? Vous avez évoqué, quand on préparait cette table ronde, la logistique. Expliquez-nous, par exemple, ce qui peut être fait. Je viens d'insister sur la productivité industrielle pure au niveau des usines. Mais il y a d'autres facteurs importants également. N'oublions pas
une fois de plus, si on raisonne Europe, sur la nécessité d'avoir une convergence réglementaire et de normes aussi au niveau européen, hein, ça, ne l'oublions jamais. On est quand même dans des... Je prends l'exemple de tous les débats qu'il y a eu autour de l'eau et de l'utilisation, vous savez, de la reuse, le fameux dossier reuse sur l'eau, où ça commence à changer, mais on était évidemment sur des contextes réglementaires et de normes différents de nos collègues du nord de l'Europe, qui nous faisaient perdre de la compétitivité. Donc il y a le réglementaire d'une façon générale. Ensuite, oui, il y a sans doute une réflexion sur ce qu'on appelle la supply chain, donc finalement en aval des outils, des usines industrielles. Tout simplement, même si on est en train de bouger en France, mais je pense qu'on a un peu de retard sur l'optimisation supply avec nos grands clients, parce que c'est pas trop dans la culture, hein, mais je pense que nos clients entendent ça, commencent aussi à rentrer dans cette dynamique, nous on le souhaite. Donc là, je dis souvent, vous savez, on fait du bon beurre paysan breton, hein, voilà, qui est quasiment co-leader en France sur le segment. Eh bien, le beurre, c'est une date limite de conservation de 60 jours. Je veux dire, on est quasiment contraint, parce que c'est la logique à livrer plusieurs fois par semaine, nos clients. Si on s'entendait, si on gagnait de la valeur et qu'on se la partage au final, ça permet d'être plus compétitif. Oui, pardon. Non. Alors, autre regard justement sur ce défi agricole et agroalimentaire, turbulence avec les droits de douane. Anne-Marie Vaudon, vous êtes viticultrice dans le Cognac, vous êtes dans une longue lignée de viticulteurs. Alors, le Cognac, ce n'est pas sa première crise, mais la crise, là, ces derniers mois, a été particulièrement violente avec les droits de douane. D'un côté la Chine, de l'autre côté, les États-Unis. Comment est-ce qu'on s'adapte à un tel environnement et c'est quoi le défi à relever aujourd'hui pour vous? Alors l'adaptation, pour l'instant, on la cherche, on subit. Alors nous, contrairement à ce que vous disiez, on exporte à 98% nos produits. Donc quand il y a des problèmes mondiaux comme aujourd'hui et qu'on joue sur les exportations, on est touché de plein fouet. Là, la difficulté pour notre secteur, c'est que du coup, c'est nos deux plus grands marchés qui d'un coup dévissent. Pour vous donner une ordre d'idée, en 2024, le Cognac, c'était 3 milliards d'euros d'export. Donc ça joue beaucoup dans la balance de la France. On envoie à peu près 36% aux États-Unis et 20% en Chine. Donc vous voyez, ça fait des chiffres énormes. Et là, d'un coup, on a eu l'enquête, premièrement. Alors on a eu l'effet dollar, mais ça on a l'habitude. En fait, comme on travaille beaucoup avec les États-Unis, on sait que ça bouge. Mais en général, les commandes tombent quand le chiffre s'améliore et ça va assez vite en bourse. Enfin, ça peut aller assez vite. Bon, là, en ce moment, malheureusement, très compliqué avec la politique actuelle. Et donc là, en Chine, c'est l'enquête anti-dumping. Donc déjà, on se rend compte qu'on a un problème, au niveau de l'OMC parce que les enquêtes durent trop longtemps. C'est pas possible. On détruit une filière 18 mois, c'est trop. 18 mois, on a perdu énormément. On a fermé ils ont en Chine fermé les duty free, donc pareil, une perte exponentielle où en fait vous n'avez plus de possibilité de vendre. Est-ce que vous diriez qu'un produit comme le Cognac est pris en otage justement dans oui, le cadre de cette guerre commerciale? C'est ce que je dis souvent, on est pris en otage parce qu'en fait on rentre dans des enjeux où en fait des gens ont voulu résoudre un problème au niveau de l'automobile sans penser aux conséquences et de se dire mais ils vont réagir en face. Enfin, c'est logique, c'est de la négociation. Quand on essaye d'imposer, derrière il y a le retour et là les conséquences n'ont pas été prises en compte. Donc nous après les solutions qu'on essaye de trouver, c'est de dire à l'Europe ok, vous négociez, vous voulez avancer, mais à ce moment-là, prenez en compte nos pertes et prenez-les dans vos négos et prenez-les en charge. Et aujourd'hui, elles sont prises en compte, vos pertes? On a fait une demande du coup pour essayer de trouver des solutions. On a fait une demande pour avoir une aide à l'arrachage, mais qui n'est pas prise sur la partie agricole, parce que qu'elle soit pas pris sur les taxes que récupère l'Europe sur les automobiles, parce que ça nous semble logique, parce que le problème vient de là. Et puis nous, à côté, on essaye de trouver des solutions où, en fait, là, techniquement, à l'instant T, on a une grosse baisse.
mais on sait que ça peut repartir. Donc à l'horizon 5-10 ans, on a l'habitude dans le cognac, on sait que c'est très fluctuant. Et en fait, nos demandes, c'est de faire un rendement, alors un volume complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut arracher des vignes, mais pas perdre notre volume. Et puis, dans 8 ou 13 ans, il faut les replanter avant 8 ou 13 ans, ça va dépendre des accords au niveau de l'Europe. Et donc, si dans 13 ans, on sera potentiellement, j'espère, plus en crise, et à ce moment-là, on pourra replanter. En fait, c'est être assez libre dans nos arrachages et plantations de vignes. Et puis après, il y a l'arrachage définitif, parce que les gens qui sont à la veille de la retraite, c'est hyper violent pour eux. L'hectare de vigne, il est passé entre 80 et 80 000 euros de l'hectare à aujourd'hui zéro vente, et on estime à 15-20 000 euros. Donc vous imaginez au niveau capital la perte. Et tout ça, je ne suis pas sûre que l'Europe l'ait mesuré, ou ils l'ont mesuré, mais ça ne leur posait pas de problème. Je ne sais pas trop, parce que nous, on est peu en relation. Mais la vision d'un viticulteur ou d'un agriculteur lambda de toute autre production, c'est ça en fait, quand on est dans nos fermes. On nous demande des mises aux normes, on nous demande d'être meilleur, chose qu'on a fait depuis 20 ans. Et puis du jour au lendemain, parce qu'on veut gagner un accord sur un sujet, on se lance. Et malgré nos demandes en disant attention, 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 ils ont quand même été jusqu'au bout. Et donc, ce qu'on demande, c'est réparation, en fait. Ouais. Alors, et plutôt que le grand export, est-ce que le marché européen pourrait être une manière de stabiliser aussi et vous redonner un peu de visibilité ? Alors oui, il faudrait se redévelopper dans le marché, et puis même se redévelopper en France, parce que en France, c'est notre premier marché européen, remarquez, la France, c'est déjà pas mal, si je regarde les chiffres en Europe, mais on exporte à 98% notre cognac, et en France, on importe à 99% le whisky. Et là, on se dit, il y a quand même un gros problème, surtout aujourd'hui, on nous parle carbone, on nous parle environnement, et donc on est d'accord qu'on envoie à l'export énormément, et nous, on importe 99%. Et là, je me dis qu'il y a peut-être un delta à trouver. Et le problème, c'est qu'en fait, notre matière première, le cognac, est dans les mêmes groupes que le whisky. Oui, c'est ça. Vous avez des grands acteurs du luxe aussi dans le cognac. Moi, pour avoir connu déjà 2 crises, j'ai développé la vente bouteille, et je vends à 30% en France et 70% à l'export et grand export. Et c'est vrai que c'est une solution, et je pense qu'il faut nous, viticulteurs aussi, on se prenne en main et on essaye de pénétrer dans le marché français et faire redécouvrir à tout le monde ce qu'est le cognac, parce qu'on a une image un peu biaisée. Je vois que... Oui, les retardataires, malgré eux, sont arrivés. Merci d'accueillir donc Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières, et Stéphane Gallet, le porte-parole de la Confédération paysanne, qui vont poursuivre la discussion. Messieurs, je vous invite à nous rejoindre sur la scène. Et le temps qu'ils arrivent, voilà, merci de les accueillir. Patrice, je te propose de continuer. Oui. Bienvenue à tous les deux. Voilà les aléas de la SNCF. Voilà. N'insistons pas. Avant de donner la parole à Philippe Chalmin, je me tourne vers vous, Stéphane Gallet. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. Vous êtes aussi éleveur de vaches Pinot en Bretagne, avec de la transformation à la ferme. Vous avez un regard toujours, la Confédération paysanne, sur les marchés mondiaux et sur les accords de libre-échange, un peu en contradiction avec, on va dire, la majorité du monde agricole. Expliquez-nous un petit peu votre position sur les accords de commerciaux, notamment, il y a l'accord récemment du Mercosur. Est-ce que vous diriez que la Confédération paysanne est opposée à ces accords commerciaux ? Vous êtes ou pas ? Effectivement, on se bagarre en ce moment, et j'étais hier à Strasbourg en mobilisation pour dire notre opposition à cet accord UE-Mercosur, qui est un accord un peu particulier parce qu'il est historique. 20 ans de négociation, plus de 20 ans de négociation. 20 ans de négociation, on arrive un peu dans la dernière ligne droite, avec un cursus là qui se veut quand même pour nous un peu antidémocratique, puisqu'on voit bien toutes les manœuvres de l'Europe pour que cet accord passe.
on a du mal à comprendre aussi le fait qu'on ne prenne pas en considération, et je le dis, la volonté des citoyens et des citoyennes, parce qu'il y a 80% des citoyens et des citoyennes, au moins en France, qui s'y opposent. Donc c'est un accord un peu particulier avec des enjeux forts. Un enjeu fort, c'est qui va être un peu la porte ouverte à d'autres accords de libre-échange. On le sait, cet accord-là historique, en fait. Déjà, il va déstabiliser structurellement notre agriculture, la viande bovine en particulier, mais toutes les filières fragiles. Et effectivement, il va être un peu la porte d'entrée, enfin nous c'est ce qu'on pense, à d'autres accords de libre-échange qui déstructurent notre agriculture. Nous, le constat qu'on fait, vous parliez d'accords commerciaux, d'échanges internationaux et de commerce international, c'est que depuis la libération des marchés, depuis les années 90, où on a dérégulé et libéralisé les marchés, quand même, c'est pas les paysans, permettez-moi de parler au nom des paysans, parce que j'en suis un, et aussi parce que je suis porte-parole de la Confédération paysanne, c'est pas les paysans qui en bénéficient, hein. On est de moins en moins nombreux, notre revenu stagne, et on a des difficultés structurelles dans l'agriculture et dans les fermes, quoi. Alors, vous êtes producteur de lait. On voit qu'il y a 4 litres de lait produit en France sur 10 à peu près qui sont exportés. On voit aussi que l'accord, par exemple, avec le CETA a plutôt été bénéfique aux producteurs, enfin, en tout cas à l'industrie laitière. C'est pas satisfaisant pour vous ? L'accord avec le CETA, il a surtout bénéficié aux géants de l'agro-industrie, en particulier des entreprises que l'on connaît bien, mais il n'a pas réellement bénéficié aux paysans et aux paysannes en termes de revenus. Et vous parlez de la... C'est vrai qu'en ce moment, la situation laitière, quoique là on a des crises, on va avoir une crise avec la situation du beurre, mais la situation laitière, même si elle peut être plus satisfaisante, enfin en tout cas, structurellement, la filière laitière, elle est quand même en difficulté. Elle va être en difficulté sur le renouvellement des générations. Elle est en difficulté aussi face à quelque chose qu'on prend en pleine figure. J'ai envie de dire, nous les paysans, les paysannes, ça va être les conditions climatiques, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, qui vont limiter. Ce qui est déjà limité, c'est notre capacité de productivité. Le système d'exportation, le système de marché du commerce international, quand il est dérégulé, et c'est là où je mettrais peut-être un hiatus par rapport à ce que nous on propose, c'est un marché, ou du moins un commerce qui est plus équitable et basé sur la solidarité, mais un commerce, quand il est dérégulé, il se base sur la compétitivité. Et la compétitivité, c'est la capacité à produire au moins cher, au moins disant social et environnemental. Et en France, quand même, là, on va atteindre des difficultés structurelles en termes de rendement, mais aussi en termes de capacité à être en compétitivité sur le marché international. C'est ça vraiment qui fait disparaître les paysans et les paysannes. Et effectivement, nous, on est à rebours de ce qu'a porté, par exemple, Laurent Duplon, avec sa loi Duplon, qui était issu de sa réflexion sur la compétitivité de la ferme France au lendemain du discours du président Macron à Rungis sur la nécessité de monter en gamme. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Philippe Chalmin. Vous êtes économiste, historien de l'économie, spécialiste des matières premières. Vous avez lancé en 1986, dans la relative indifférence, le rapport Cyclope que tout le monde aujourd'hui s'arrache parce que vous prenez, avec ce rapport Cyclope chaque année, vous prenez le pouls des matières premières et d'une certaine façon, vous pensez qu'on en revient toujours à la terre et à la production de la terre, que ce soit des minéraux, que ce soit des produits alimentaires. Vous écriviez dans l'édition 2020, « Jamais le monde n'a été aussi instable ». Vous disiez « Le monde en flammes, la COP en panne, l'Europe en mouvement ». Qu'allez-vous dire de cette année 2025 qui est marquée par ces turbulences sur les marchés mondiaux, le bras de fer avec Donald Trump sur les droits de douane et l'agriculture et l'agroalimentaire dans ce contexte-là? Comment est-ce que la France peut s'en sortir? Bien, merci. Excusez-nous de ce retard, mais on avait pu commencer d'ailleurs notre débat dans la voiture, puisque j'ai un long compagnonnage avec les organisations agricoles, la Confédération paysanne en faisant partie. Effectivement, 2025 restera quand même pour moi un moment marquant, une rupture fondamentale, et je la situerai même exactement au 2 avril 2025. Souvenez-vous, Liberation Day.
ce moment où, au milieu des fleurs du jardin des roses de la Maison Blanche, Donald sort un grand tableau et puis il montre tous les droits réciproques qu'il va imposer, jusqu'à plus de 50% pour Saint-Pierre et Miquelon, etc., etc. Concrètement, qu'est-ce que cela a voulu dire? Ça a voulu dire que pas du jour au lendemain, mais aujourd'hui, nous nous trouvons avec à peu près, parce que Donald n'arrête pas de changer d'avis, mais nous nous trouvons à peu près avec une moyenne de droits de douane américains de 20%, là où juste avant, début janvier 2025, les droits de douane américains moyens étaient de l'ordre de 2%. Et nous avons marqué là une sorte, la fin d'une grande période de 80 ans à peu près, qui avait été marquée par la poursuite de la baisse des droits de douane, par l'ouverture des marchés, par le libre-échange, chers voisins, et quand même par nombre de progrès. Ce furent les rounds du GATT. Là, je suis en train de préparer la 40e édition de Cyclope l'année prochaine, donc je suis en train de relire ce que nous écrivions. J'en suis au Cyclope de la fin des années 90. Et de quoi parlait-on à ce moment-là? Souvenez-vous de la réforme McSharry, des accords de Blair House, de l'Uruguay Round qui enfin se terminait, qui donnait lieu à la création de l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc. On a été quand même, de ce point de vue-là, assez loin. Et c'est vrai, et je continue à le pencher, je suis un peu trop libéral pour mon voisin peut-être, que par le doux commerce, par le développement des échanges, eh bien, nous avons assisté à une croissance économique de la planète telle que celle-ci n'en avait jamais connue durant grossièrement ces 30 glorieuses qui durent grossièrement de 90 à 2020. Symboliquement, ensuite, vous avez le Covid, la guerre en Ukraine et Donald Trump. Tout ceci a été remis en cause. Pendant ce temps-là, Alain Minc parle alors de la mondialisation heureuse. Mais je suis totalement... Enfin, c'est pas notre sujet, mais c'est effectivement... Nous avons vécu 30 glorieuses. On a rêvé, quelque part. On a rêvé de la fin de l'histoire. On a pensé que on avait trouvé la martingale idéale et que peu à peu, on continuerait, comme dans ma jeunesse, à préférer faire l'amour que la guerre. Les choses, vous le savez, ont largement changé. Alors, c'est vrai que de toute manière, les choses quand même commençaient déjà à changer. Et ça fait bien quand même une dizaine d'années qu'on avait le développement d'accords bilatéraux, donc non plus le multilatéral, mais le bilatéral, et quelque part quand on dit le bilatéral, c'est souvent la loi du plus fort, mais enfin on avait quand même les règles du GATT, de l'OMC, la clause de la nation la plus favorisée, on avait des conflits agricoles, mais ils étaient arbitrés au GATT, etc. Là, d'un coup d'un seul, Trump a tout bouleversé en imposant 10% à la planète entière, et puis ensuite des tarifs réciproques qu'on vient négocier. On arrive dans le bureau ovale de la Maison Blanche en essayant d'obtenir un petit peu moins. Nos amis suisses, les délicieuses Helvètes qui exportent des montres et du chocolat, au départ ils ont écopé de 39%, rendez-vous compte. Finalement ils sont passés à 15%. Comme l'Union européenne, le Brésil, l'Inde, le Brésil qui fait des méchancetés à M. Bolsonaro, il est toujours à 50%, sauf pour le café et la viande bovine, parce que les États-Unis en avaient besoin. L'Inde est à 50%, la Chine à 47%, et puis on a, chaque jour, on suit l'actualité pour voir ce qui peut être renégocié. L'OMC, aujourd'hui, et ça c'est important, est devenue une maison vide. Donc ça ne sert à plus rien d'ailleurs de se battre contre le libéralisme, le libre-échange, puisque la maison qui était le symbole du libre-échange et de ses règles, car le libre-échange ce n'est pas la loi de la jungle, et on a besoin de règles, etc. Cette maison aujourd'hui est totalement vide. Alors l'agriculture, je termine, hein. Bon, excusez-moi. L'agriculture, l'agroalimentaire dans tout cela, c'est vrai que longtemps, l'agriculture a bénéficié d'un régime particulier.
Et elle a été d'ailleurs, il faut quand même, je le rappeler, le facteur de blocage de nombre de négociations internationales, à commencer par l'Uruguay Round. Et au fond, il a fallu que l'on commence à détricoter la politique agricole commune pour qu'on aboutisse aux accords de Marrakech. Par la suite, elle est restée largement prégnante parce que symbolique souvent dans les négociations internationales, avec quand même, il faut bien le reconnaître, une fonction de plus en plus de variable d'ajustement. Et ça, c'est le drame des sujets agricoles, c'est qu'ils sont devenus la variable d'ajustement, le symbole que l'on met en avant, soit des positions dures, soit des concessions. Et il faut reconnaître que ces concessions, du point de vue européen, ont été d'autant plus faciles que, appelons un chat un chat, moi j'aurais assisté sur mon existence à la fin de la politique agricole commune. Les débats qui sont en cours à Strasbourg, vous revenez de Strasbourg, là où il faut manifester, c'est dans le projet de budget européen de noyer la PAC dans la politique des régions. Déjà qu'on avait noyé la PAC dans la politique environnementale, là c'est plus la noyade, c'est l'effondrement le plus total, qui est lié à une chose dont, chers amis, il faut être confiant, c'est la perte d'influence du monde agricole en matière politique. Ça fait longtemps que les syndicats agricoles ne font plus de gouvernement en France, mais ils n'en font plus non plus véritablement au niveau européen. Je ne sais pas si, en dehors peut-être de mon voisin, qui sait qui est le commissaire européen à l'agriculture aujourd'hui, hein, ça ne pèse pas quand même bien lourd. Alors que, parallèlement, la montée des contraintes vertes est devenue de plus en plus prégnante. D'où l'indifférence, honnêtement, auquel on assiste, l'incompréhension même de la plupart de nos concitoyens sur les protestations agricoles sur l'affaire UE-Mercosur. Et beaucoup de gens qui ne connaissent pas les dossiers se disent, au fond, ces agriculteurs, ils nous emmerdent. En réalité, on a un immense marché qu'il nous faut pouvoir récupérer et on peut bien la relâcher, quelques tonnes de viande bovine, ça fera pas mal. Il faut leur expliquer ensuite ce que c'est que le troupeau allaitant en France, etc. Même sujet en ce qui concerne l'Ukraine. Je vous rappelle que c'était très bien d'ouvrir toutes nos frontières aux produits ukrainiens, mais on en a vu quand même les conséquences sur les marchés de la volaille, des œufs, etc. etc. Donc, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'aussi, dans la situation actuelle, dans ces situations de tension totalement inédites que nous vivons, où tout est renégociable, et les conflits commerciaux font véritablement la une de l'actualité, ce sont les produits agricoles qui sont en tête de gondole. Ça, c'est très frappant. Trump s'affronte avec l'Union européenne. Bien de quoi avait-on parlé? Souvenez-vous, madame, sur le cognac, Bourbon versus spiritueux. Si vous taxez mon Bourbon, parce que vous vous souvenez peut-être qu'à un moment, l'Union européenne, dans un sursaut de combativité, avait préparé une liste de produits qui pourraient être taxés. Il y avait les Harley-Davidson, il y avait les jeans et il y avait le Bourbon. C'est sur le Bourbon que Trump s'est focalisé en disant « si c'est comme ça, je taxe les spiritueux ». Finalement, il les aura taxés. Lorsque Trump rencontre Xi en Chine, de quoi parle-t-il? De terres rares, certes, mais de soja. Et l'engagement d'importer 12 millions de tonnes de soja d'ici à la fin de l'année, ce qui techniquement n'est pas possible. Lorsque l'Australie s'indigne et commence à dire « Vous savez, peut-être que le Covid, il est né en Chine. » Les Chinois n'apprécient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un embargo sur l'orge australienne, sur les vins australiens, sur le coton australien. Lorsque les Canadiens s'insurgent sur je ne sais plus quel problème avec les Chinois, immédiatement, les Chinois décident que le canola, c'est-à-dire le colza canadien, n'est pas conforme à la législation et est dangereux pour la santé des petits Chinois. Enfin, faut-il rappeler en Bretagne, bien entendu, que lorsque l'Union européenne menace de taxer l'acier chinois,
les Chinois se disent que même les oreilles, les queues et les abats de porc européens en général et peut-être bretons en particulier peuvent être nocifs. Donc on voit bien que finalement l'agriculture demeure dans ce maelstrom commercial international, quelque chose qui est largement, je le disais, en tête de gondole, du fait peut-être moins de son importance économique que de sa charge symbolique. Alors, où est-ce que tout ceci peut aller? Alors, j'ai oublié de vous parler, dans les négociations entre les États-Unis et le Japon, puisqu'ils ont un accord de libre-échange en négociation, la symbolique du riz, par exemple, pour les Japonais. Le riz, c'est beaucoup plus important pour les Japonais que le porc pour les Bretons. En n'oubliant pas la question, comment rester fort quand même dans ce contexte? Alors, juste une chose quand même, c'est que, où cela peut-il aller? Le système multilatéral est totalement en déconfiture et objectivement, je ne vois pas tellement comment il pourra être reconstitué. Vous avez vu l'absence des États-Unis, par exemple, au sommet du G20 en Afrique du Sud. Là, les États-Unis, aujourd'hui, s'assoient totalement sur toute vision multilatérale que ce soit. Donc, nous sommes sur le chacun pour soi. Et, très franchement, la grande victime de ce mouvement, c'est incontestablement l'Union européenne, qui est la plus vulnérable, que ce soit à l'extérieur, mais que ce soit aussi à l'intérieur, du fait de ses carences de gouvernance. Je vous l'ai dit, l'agriculture n'a plus véritablement de poids politique, donc même sur la scène intérieure européenne, elle est devenue, du point de vue politique, une variable d'ajustement. Alors certes, le Green Deal a légèrement reculé, ce qui paradoxalement mon voisin doit regretter, mais qui était une charge supplémentaire, une contrainte supplémentaire pour le monde agricole européen. Je ne vous parle pas des débats surréalistes que nous avons pu avoir en France sur les OGM et les bassines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que vous l'avez déjà dit avant que j'arrive, on est quand même dans une situation paradoxale. Sur les 10 premiers mois de l'année, l'excédent agroalimentaire français n'était plus que de quelque chose comme 950 millions d'euros, en baisse de 85% par rapport à l'année dernière. On pourrait, à la limite, imaginer même que 2026, on puisse être négatif. Alors, il y a des tas de bonnes raisons. Le fait que nous avons, on a payé une mauvaise récolte de blé en 2024. Nous perdons le débouché algérien pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer. La Chine importe moins parce qu'ils ont reconstitué leur récolte. Donc, ils importent moins de porc, ils importent moins de céréales. Bon, les menaces se sont concrétisées et on le savait sur les vins et spiritueux. Ceci n'explique pas totalement la crise viticole que l'on peut vivre. Nous voyons l'augmentation des importations de fruits et légumes, etc. Et enfin, je réponds à votre question, et puis je vais me taire après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord... Rapidement, quand même, rapidement. Il faut qu'on passe aux questions oui. De la salle. Rapidement, Une minute. Une chose. J'entends le discours de mon voisin. Que nous avons commencé avant, sur la nécessité de réglementer, de réguler. Quand j'ai été président de l'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, l'on me parlait de prix justes, de prix équitables, etc. C'est très très beau. Nous sommes, pour la partie agricole française, visant l'exportation, et visant l'exportation de commodités, il faut accepter cette idée que les marchés internationaux sont des marchés par nature instables. Sur les marchés internationaux, il n'y a pas de prix juste ni de prix injuste. Un prix, à un moment, c'est l'équilibre entre les anticipations qu'on se fait de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, les prix des céréales ont fortement diminué. On est probablement, effectivement, sur le blé rendu Rouen, en dessous du coût de production de la plupart des producteurs. Mais c'est que, malheureusement, ou heureusement, la production de la planète va atteindre probablement cette année, on devrait atteindre pour la première fois dans l'histoire des hommes 3 milliards de tonnes de céréales. La nature des marchés
qu'ils soient des marchés de céréales, qu'ils soient des marchés d'oléagineux, qu'ils soient quand même des marchés de viande, qu'ils soient même des marchés, non pas de tous les produits laitiers, mais de beurre et de poudre, leur nature, c'est leur instabilité. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises années, et il faut le gérer, et il faut être capable de l'anticiper. Alors évidemment, la sortie, ça peut être vers les produits transformés, et là, il y a des réussites incontestables, ce que furent nombre de vins et spiritueux pendant longtemps, mais il n'y a jamais rien d'acquis. J'ai fait, il n'y a pas très très longtemps, une conférence sur des gens auxquels vous ne pensez pas, parce que ce sont des gens qui, a priori, sont plutôt bénis des dieux, les producteurs de champagne. Il n'y a jamais de position acquise. Regardez la montée du Prosecco. Regardez la montée, vous pouvez vous faire d'ailleurs un spritz avec un excellent crément de Loire, ce sera tout aussi bon. Mais on voit tout bien que sur ces marchés de produits transformés, la concurrence est là, il faut tenir compte de la consommation, il y a des réussites, il y a des échecs. Bordeaux, par exemple, en est un. Il y a des réussites dans le domaine du lait, etc. Alors justement, il y a des échecs dans le domaine des viandes. Et je voudrais juste, je vous promets que je vais me taire, mais oui, ça fait 10 minutes, quand même. C'était juste ma conclusion. C'était une citation que j'adore. C'est la petite morale d'une fable de La Fontaine, le statuaire et la statue de Jupiter. Et il dit, et je trouve que c'est très vrai dans notre débat, chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace pour les vérités. Il est de feu pour les mensonges. Merci Philippe Chalmin. Alors, il nous reste allez, à peine 10 minutes. J'ai une rafale de questions avec l'application qu'on a mis en place et qui est visiblement est très prisée. Une question d'abord à Christian Griner. Je pense que vous y avez déjà plus ou moins répondu, mais je vous la pose quand même. L'avenir du lait en France n'est-il pas la montée en gamme plutôt que la production de masse face à des pays au coût de production beaucoup plus faibles? Alors très rapidement, ce que j'ai dit, c'est que la logique, c'est que être fort sur ce qu'on appelle le cœur de l'assiette, ouais, voilà, permet d'investir dans de la décarbonation, dans de la montée en gamme, dans de la diversification, quand on veut exporter. Ça, c'est notre position. Voilà. Et si on n'est pas capable de franchir la première marche, on aura vraiment du mal à diversifier, à continuer à financer de la montée en gamme qui coûte cher, à financer et à prendre, on l'a dit, hein, les risques que représente l'export. L'export, c'est du risque, hein. Donc il faut aussi être fort sur son territoire et sur son cœur d'assiette. Une question sur l'environnement, toujours pour parler du lait. L'élevage dit intensif comme la production de lait est-elle moins respectueuse du bien-être animal et de l'environnement, par exemple avec le méthane? C'est pour moi aussi? Sans doute. Non, enfin après, il y a des logiques de modèles. Je pense qu'il y a des modèles très extensifs qui peuvent être très respectueux du carbone, et puis il y a des modèles très intensifs parce qu'il y a de l'optimisation de facteurs de production, d'intensité qui font que là aussi il y a des grandes performances, notamment sur l'empreinte carbone. Allez, gardez le micro. Comment peut-on tenir le discours d'une crise du lait quand les revenus 2023 et 2024 n'ont jamais été aussi bons? Eh bien, oui, les revenus n'ont jamais été aussi bons. On s'achemine effectivement vers un contexte sans doute 2026 plus compliqué à cause d'un déséquilibre offre-demande mondial certain. Mais comme l'a dit M. Chalmin, oui, on reste dans des univers volatiles. Et on va voir comment on a déployé les outils de création de valeur pour amortir cette volatilité en 2026. Mais je reste assez pessimiste sur notre capacité dans l'Ouest notamment à avoir justement une résistance parce qu'on a quand même un climat pour faire du lait, des hommes et des femmes qui savent faire du lait, qui savent s'organiser pour en faire, donc, et des produits laitiers. Donc je suis assez confiant sur notre capacité de résistance. Alors une question sur le cognac, qui est plus d'ailleurs une remarque. Cognac, deux petits points, développer des apéritifs doux, on ne boit plus d'alcool fort en France. Alors, quand j'ai parlé des Bourbons, 99%, ouais. Les Bourbons, les Français, on est un des pays, rapport à la personne, qui consomme le plus de whisky. Donc ok, je veux bien prendre la remarque. Alors il existe des produits en France. Alors avec le cognac, on a le Pinot, qui est doux. On a le Floc de Gascogne, on a plein de choses en France qui sont douces aussi. Donc moi, après, voilà, c'est
C'est tout un univers, le cognac. C'est une double distillation avec des alambics. Charentais, c'est toute une histoire. Donc, oui, on produit des alcools qui sortent à 40. Et on a essayé, avec mon mari, on s'est amusé parce que souvent, c'est les femmes, elles ont un peu de mal avec les alcools forts, bien que ça se tende à... Les femmes s'autorisent maintenant à aussi prendre un verre d'alcool fort, ce qui n'était pas le cas avant. Et on avait essayé de faire moins de degrés. Alors la perte aromatique est énorme, c'est pas possible. Donc après, si vous adhérez pas aux alcools forts, passez au pinot ou au floc. Il y a plein d'autres choses à boire en France. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent effectivement autour des mesures de protectionnisme que pourrait prendre l'Europe. Avec, par exemple, cette question, l'Europe a-t-elle les moyens ou l'envie de se protéger des importations agricoles avec des droits de douane au même titre que les USA? Alors ça, c'est une question à laquelle voilà, tout le monde peut répondre, à commencer par la Confédération paysanne. J'aurais plein de choses à dire parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec mon voisin, notamment sur le Green Deal, mais sur l'impact en fait des politiques vertes sur la compétitivité agriculture, et qui sont moindres, je pense, que ce qu'on veut bien le croire. Et en tout cas, il y a des impacts aussi forts liés au réchauffement climatique, des impacts aussi forts aussi liés à l'agressivité de nos partenaires commerciaux. Vous l'avez dit, c'est instable, hein, mais c'est bien le problème aussi de l'instabilité des échanges internationaux, c'est que nous, en agriculture, en fait, on est obligé de voir sur du temps long et de s'adapter sur du temps long où l'instabilité, on la prend pleine figure. Bon, parenthèse mise à part, je vous réponds à la question. Juste une précision d'ailleurs, parce qu'en 2050, 60% des surfaces soumises à un risque climatique fort contre 27% aujourd'hui, selon une étude de AXA Climate. Pour répondre à la question, oui, on a des outils de protection. Il y a des outils de protection que l'Europe peut mettre en œuvre, mais de façon globale, la difficulté qu'on a en Europe, c'est qu'on organise la compétition à l'intérieur de l'Europe et on laisse ouvert grand les frontières. Comme ça, on prend aussi la compétition internationale. Je pense qu'on a parlé de la PAC. La PAC est un outil qui pourrait permettre d'harmoniser un peu au niveau européen les échanges commerciaux inter-européens, et aussi de se protéger à l'extérieur de l'Europe, notamment avec les premiums d'entrée, mais il y en a d'autres. Hein. On a aussi d'autres capacités de protection. On n'est pas sur un protectionnisme à la Trump, mais sur un protectionnisme des populations, un protectionnisme solidaire et équitable. C'est ça que nous, on porte en tout cas comme projet politique. L'Europe a les moyens de faire des choses. Pour l'instant, elle a choisi. Je m'excuse, hein, vous dites qu'il n'y a pas de discussion sur le libre-échange. On est encore sur ce disque dur. Je pense qu'il faut qu'on en change. Anne-Marie Vaudon, vous voulez compléter sur Alors nous, l'Europe? si je parle de l'Europe, j'ai l'impression que l'Europe, elle nous aide pas. Enfin, moi, si je regarde dans le marché chinois, on s'est débrouillé nous-mêmes, notre filière, pour arriver à négocier avec la Chine, et on s'est senti souvent seul. C'est des millions de frais d'avocats. Ils sont venus contrôler toutes nos grosses structures et même les petites. Ils ont tout visité, tout regardé, même les recettes qu'ont les maîtres de chef. Enfin, voilà, c'était assez violent. Et on a fait tout ça pour arriver à obtenir, pas les 35%, mais obtenir des prix minimums. On n'a pas réussi à obtenir plus. Et de toute façon, cette enquête, même si elle n'avait pas lieu d'être, le temps que ça passe à l'OMC, si l'OMC est toujours là, le mal est fait maintenant. Voilà, donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'Europe, non, elle avait sa vision, elle était là pour ses batteries et point barre. Mais moi, je ne dis pas que ça marche. On est d'accord, hein, le fonctionnement européen ne marche pas, mais il pourrait. En fait, on peut aussi construire une Europe qui fonctionne, donc construire une Europe qui soit équitable pour les paysans et les paysannes au niveau européen et qui les protège aussi de l'agressivité de la compétition internationale. On en revient au pouvoir qu'a l'agriculture aujourd'hui. Allez, une dernière question. J'hésite à la poser parce que quand il a la parole, il la garde. Vous voyez de qui je parle? Allez, très court, je vous fais confiance. Philippe Chalmin, ministre de l'Agriculture, point d'interrogation. Une vision enfin claire pour la politique française. Qu'en pense-t-il? Je sais pas ce que ça veut... Oui, je comprends pas la question non plus. Oh, je suis trop vieux maintenant. Non, mais écoutez, ça fait quand même maintenant presque un demi-siècle que je
que je suis le monde agricole, que j'y participe, que j'en suis un électron libre, que je pense que nous devons, au-delà justement de tous les slogans, nous devons défendre ce qui fait, à mon sens, la force d'un modèle agricole, c'est l'exploitation familiale. C'est la relation entre l'homme ou la femme et sa terre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Dans l'histoire d'ailleurs, les modèles, qui soient des modèles collectivistes ou des modèles capitalistes, n'ont pas fonctionné. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on a raté des occasions dans les différentes réformes de la PAC. Bon, maintenant, je ne suis pas totalement comme mon voisin. Je suis obligé de prendre les réalités telles qu'elles sont. Les réalités telles qu'elles sont, c'est qu'au-delà des slogans d'une Europe solidaire et équitable, on est sur des rapports de force, que l'agriculture n'a pas forcément la main partout, il y a quand même un premier effort. Alors tous les ministres le disent, donc si j'étais ministre, c'est la première chose que je dirais, bien entendu. Il faut arriver à ne pas surinterpréter, à ne pas suradministrer. Une des richesses de la France, c'est sa capacité administrative. Mais c'est une capacité qui peut tomber dans le pointillisme, et nombre d'entre vous qui sont sur des exploitations le savent. Je pense que c'est ça. Pour le reste, la France a incontestablement des atouts. Le drame d'un certain nombre de filières, c'est que bien souvent, il lui manque des acteurs économiques. Ce que vous avez, par exemple, de manière très forte dans le lait ou dans les oléagineux, parce que vous pensez à ce que Sophie Protéol-Avril a fait pour sauver la filière oléagineuse française, dans nombre d'autres secteurs, vous ne l'avez pas. Et ça, c'est peut-être le plus inquiétant. Merci. Maintenant, la parole d'un ministre, n'oubliez pas, en dehors de faire des discours, son pouvoir est limité, parce qu'effectivement, en plus, et ça, les Français ont eu du mal à le comprendre, c'est aussi de plus en plus à Bruxelles que ça se joue. Marigot bruxellois que tout Voilà. se joue. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ouvrir ces assises.